En janvier et février 2026, deux jeunes hommes sont retrouvés morts dans des motels du quartier de Soyudong, à Séoul. Pas de traces de violence, pas de blessures, juste un corps allongé là, sur un lit, dans une chambre d'hôtel bon marché. Et la seule personne à être entrée avec eux dans cette chambre, eh bien c'est celle qui en est ressortie seule. Et ça, à chaque fois. Cette affaire, c'est celle de Kim, 22 ans. Celle qui mélangeait des benzodiazépines à des boissons pour endormir ses victimes. Et endormir définitivement. Et qui, surtout, entre deux meurtres, demandait à ChatGPT si ce qu'elle faisait pouvait réellement tuer. Le 29 janvier 2026, un jeudi vers 14h, un gérant de motel à Soyudong, au quartier nord de Séoul, fait sa ronde. Parce que oui, il a un client qui aurait dû faire un check-out depuis longtemps. Il aurait dû quitter sa chambre. Alors, le patron décide de monter, il toque à la porte. Personne répond. Alors, il décide de retoquer. Toujours aucun bruit. C'est bizarre, il finit par ouvrir la porte avec son double. Et là, il voit un homme allongé sur le lit. Un homme assez jeune, fin de la vingtaine quoi. Il bouge pas, son corps est déjà raide. Il y a même des sécrétions sur les draps. Le gérant comprend immédiatement, ce mec est mort. Et vu l'état du corps, il est mort depuis plusieurs heures maintenant. Les flics débarquent, ils fouillent la chambre, cherchent des traces et rien. Pas de blessure, pas de sang, pas de marque de piqûre, pas même un signe de lutte. Non, juste un cadavre dans un lit d'une chambre d'un motel un jeudi après-midi. Ça arrive. Overdose, malaise cardiaque, coma éthylique. C'est triste, mais c'est pas si rare que ça dans un pays comme la Corée du Sud. Sauf que il y a les caméras du motel. Et sur les caméras, on peut voir que la veille, l'homme est entré dans cette chambre avec une jeune femme. Et que 2 heures plus tard, cette même jeune femme est ressortie toute seule. La police, elle classe ça en mort suspecte. Et elle décide de lancer des analyses toxicologiques et attendre les résultats. En gros, une simple routine, jusque-là, il n'y a rien d'alarmant. Sauf que 12 jours plus tard, dans ce même quartier, mais dans un autre motel, un autre gars va mourir. Et de la même façon, avec la même femme. Alors petit aparté pour ceux qui ne connaissent pas bien la Corée du Sud, alors quand je dis le terme motel, oubliez tout de suite l'image du Formule 1 au bord de l'autoroute, c'est pas du tout ça. En Corée, un motel, si tu veux, c'est un love hotel. Il y en a dans chaque quartier, chaque bloc presque. C'est pas glauque, c'est culturel, voilà. C'est un endroit où tu te retrouves pour faire des coquineries, quoi. Faut bien comprendre que la Corée du Sud, la majorité des jeunes Coréens vivent chez leurs parents jusqu'au mariage. Donc ça peut parfois être 30-35 ans. Donc les couples qui veulent être tranquilles, qui veulent faire des carabistouilles, ils doivent aller dans ce genre d'établissement. Ils n'invitent pas leurs copines à faire crac crac boum boum dans la chambre. Donc ces établissements, tu paies soit à l'heure, soit la nuit. Et très souvent, c'est même automatisé. Tu choisis ta chambre sur un écran tactile, tu récupères ta clé, et voilà, tu croises personne. Et c'est justement pour ça que c'est l'endroit parfait pour commettre un crime. Parce que oui, l'anonymat est quasi total. Les caméras sont juste à l'entrée généralement, parfois même il n'y en a pas du tout, il n'y a pas de personnel dans les couloirs, il n'y a pas de room service, on entre, on sort, et entre les deux, personne ne sait ce qui se passe vraiment. Et tout ce que je viens de vous dire, gardez bien tout ça en tête pour la suite. On reprend. Nous sommes maintenant le 28 janvier 2026, mercredi soir. On est à 3 semaines de la fête Seollal, vous savez, le nouvel an lunaire en Corée du Sud. 21h24, un homme et une femme entrent ensemble dans un motel de Soyudong. Lui, c'est un homme d'une vingtaine d'années, qu'on va d'ailleurs appeler C, comme dans les rapports de police. Le mec, il bosse, c'est un salarié, tout ce qu'il y a de plus de normal. Et il a rencontré cette femme 1 semaine avant. Pas sur une application de rencontre, genre Tinder, même pas du tout en ligne,
mais dans un bar de son quartier, un Norechuchom, ce qui est une sorte de bar karaoké qui fait également boîte de nuit. Après leur rencontre, ils se sont revus plusieurs fois. Ce soir-là, ils entrent dans la chambre du motel. Ils ont bu, et à un moment donné, la femme sort une petite bouteille. Un sukchie soche. C'est un truc que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle supérette en Corée du Sud, dans n'importe quel pyeonijom, donc les convenience stores. Ce sont en fait des petites fioles anti-gueule de bois. C'est tellement courant ce truc que si quelqu'un vous entend après une soirée, c'est presque gentil, tu sais. C'est pour te dire, tiens, bois ça, ça ira mieux, t'inquiète pas, là, si tu bois ça, tu vas décuver, quoi. Sauf que cette bouteille-là, elle l'avait pas achetée dans un convenience store. Elle l'avait préparée elle-même. Et avant de venir, dedans, elle avait dissous du benzodiazépine, la famille de médicaments à laquelle appartiennent par exemple le Xanax ou même le Valium, ce type de molécules. C'est prescrit généralement pour l'anxiété, pour les insomnies, mais en grande quantité, et surtout mélangé avec de l'alcool, eh bien ça peut provoquer une dépression respiratoire. Ce qui veut dire que ta respiration ralentit, petit à petit. Et à un moment, elle s'arrête. Le gars, il boit, il s'endort, vraiment profondément. Pas le sommeil d'un mec bourré, non, un coma chimique. La femme, elle reste un moment, et pendant qu'il est inconscient, ou déjà peut-être en train de mourir, elle fait livrer de la bouffe dans la chambre du motel sur le compte du gars. Elle mange, elle attend, puis elle récupère la petite bouteille vide. Et ça, c'est très très important. Parce que si les flics la retrouvent et la font analyser, c'est finito pour elle. Donc elle la prend, elle sort du motel, elle est toute seule, et elle monte dans un taxi. Le lendemain après-midi, le gérant ouvre la porte, et vous connaissez la suite. Mais le truc, ce qui m'a le plus frappé dans cette séquence, vraiment, c'est ce qui se passe juste après. En sortant du motel, elle envoie un petit message Kakao Talk. Alors, Kakao Talk, je sais ce que c'est maintenant, c'est le WhatsApp coréen si vous voulez. Et elle envoie un message au téléphone de la victime. Le message, il dit Suchi so chaman chanika kalke. Ce qui pourrait signifier je vois que t'es bourré, donc je me rentre chez moi, bisous quoi. Comme ça, si jamais quelqu'un regarde le téléphone du mort, il tombe sur ce message, il se dira ok, soirée normale quoi en Corée du Sud, la fille elle est partie juste parce que le gars s'est endormi quoi, il a pas su gérer son alcoolémie, voilà, il a trop bu et puis terminé, il s'est effondré. En gros, c'est l'alibi parfait. Sauf que quand elle tape ce message, le gars était déjà en train de crever, ou peut-être même qu'il était déjà mort. 12 jours passent, lundi 9 février 2026. Nous sommes dans le même quartier, Soyeodang, quartier que je connais très bien d'ailleurs parce qu'une de mes ex vivait là-bas et je visitais, c'est dans le nord de Séoul, je visitais très souvent ce quartier. Cette fois-ci, c'est pas le même motel, mais c'est un motel similaire. De toute façon, tous les motels se ressemblent. Un homme entre avec une femme, lui, c'est A dans les rapports, d'accord, on va l'appeler A. Lui, il est employé de bureau, voilà, la vingtaine, il a rencontré cette femme dans les jours qui précèdent, dans les bars du coin, bref, un grand classique. Et le même scénario, voilà. Il monte dans la chambre, elle sort une petite bouteille préparée à l'avance, vous savez laquelle. Mais il y a un truc qui est différent, c'est que cette fois, la dose, c'est pas la même. Les analyses de l'Institut national des sciences légales coréen vont montrer que le corps contenait non pas un seul médicament, mais ce qu'ils ont décrit comme des substances multiples en grande quantité. En gros, elle n'a pas juste doublé la dose. Non, elle a tout changé. Plusieurs molécules, avec un dosage massif. Le gars, en gros, il boit, il s'endort direct et il meurt. Elle fait la même chose que la première fois, elle prend le téléphone du gars, elle se commande à bouffer. Cette fois, c'est 130 000 won de poulet frit. 90 balles. Attends, mais j'en commande très souvent du poulet frit, donc je sais combien ça coûte, d'accord ? 130 000 won de poulet frit pour une personne, mais qu'est-ce que c'est que ce poulet ? Elle fait livrer ça dans la chambre, elle mange. Encore une fois, elle récupère la petite bouteille vide, elle la planque dans un sac plastique noir avec les déchets de poulet, et elle se casse. En sortant, dans le taxi, elle dit au chauffeur « Palikacha ». En gros, bouge ton cul, allez vite, faut vite rentrer. Là, le chauffeur la dépose devant un pyeonijom, un combini, près de chez elle, à Myeongdong. Le lendemain matin, le personnel retrouve le jeune homme mort sur le lit. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la police, elle n'était pas complètement dans le flou à ce moment de l'histoire. Parce que dès le 9 janvier, presque 3 semaines avant le premier meurtre au motel, un mec avait déjà porté plainte contre cette femme. C'était son ex-copain. Il disait qu'en décembre, elle lui avait fait boire un truc qui lui avait fait
perdre connaissance. Alors, la police avait le nom de cette femme. Elle s'appelle Kim. Ils avaient donc un dossier sur elle. Ils étaient même en train de caler une date pour la convoquer, pour cette affaire. Et pendant qu'ils étaient dans leur petite paperasse, qu'ils calaient cette date, eh bien, elle avait eu le temps de tuer. Et ça, 2 fois. Le mardi 10 février, le deuxième corps est découvert le matin. Et la police, elle fait le rapprochement immédiatement. Même quartier, même type de victime, même femme sur les caméras de surveillance. La même femme qu'ils avaient dans leur fichier depuis 1 mois grâce à la plainte du 9 janvier. Alors cette fois, les policiers bougent, ils retracent les images, ils la localisent. Et le soir même, vers 21h, ils l'arrêtent en urgence dans une rue de Miadong devant chez elle. Franchement, la police, ça va très très vite en Corée du Sud vu qu'on est filmé partout et que ne faites pas des folies dans ce pays parce que vous serez très facilement retrouvés. Ils savent maintenant à qui ils ont affaire. Kim, 22 ans. Alors je vous donne un détail. À 20h28, soit une demi-heure avant l'arrivée des flics devant chez elle, Kim a posté un selfie sur Instagram avec des hashtags follow pour follow, DM-moi pour un follow mutuel, nouveaux abonnés bienvenus. Tu vois, ce genre de truc qui pousse en fait vraiment à ce qu'on vienne lui parler quoi, ou à ce qu'on la follow. Et il s'est passé 30 minutes. 30 minutes entre ce selfie et au moment où elle s'est faite coffrer. Ce qui veut dire que cette femme qui a tué la veille et un autre gars 12 jours auparavant, eh bien elle était en train de chercher de nouveaux followers sur Instagram. Potentiellement de nouvelles victimes. Perquisition du domicile. Les flics trouvent des boîtes de benzodiazépine prescrites par un psychiatre, ainsi que des bouteilles vides du même type que celles utilisées pour les meurtres. Le 12 février, elle passe devant le juge au tribunal du nord de Séoul pour l'audience de détention. Et à ce stade, on l'inculpe simplement de blessures ayant entraîné la mort, pas de meurtre. Parce que pour qualifier ça de meurtre, il faut prouver l'intention de tuer. Et les résultats des analyses ainsi que l'analyse de son téléphone vont arriver dans les jours suivants. Et c'est là que l'affaire bascule complètement. Alors pour comprendre cette affaire, il faut remonter un petit peu en arrière, avant même l'histoire des motels. 14 décembre 2025, un dimanche soir à 23h20. Nous sommes à Namyangju, une ville de banlieue à l'est de Séoul. Et sur le parking d'une boulangerie-café, du genre Paris Baguette quoi, eh bien il fait nuit, il fait froid, et Kim, elle est là avec un mec. Son mec, qu'on va appeler B, ils se sont rencontrés 1 mois avant, et ça via un boulot en commun. Et ce soir-là, eh bien ils se sont engueulés. Et Kim, pour se réconcilier, elle sort une petite bouteille de Piloe Pokche. Alors ça, c'est un booster anti-fatigue. Voilà, c'est un autre de ces trucs qu'on achète en combiné en Pyeongijom, voilà, il y en a des tas de trucs comme ça. Et elle lui dit, en gros, chérie, t'as conduit toute la journée, t'es stressé, tu dois te fatiguer, alors tiens, bois ça. Ça va te requinquer un petit coup. Sauf que 20 minutes plus tard, après avoir bu, eh bien le mec, il finit par terre sur le parking, totalement inconscient. Kim, elle appelle le 119, donc les urgences. Il est amené à l'hôpital et, par miracle, il survit. Mais les rapports médicaux, ils sont clairs. Quand les secouristes arrivent, le gars a les pupilles contractées. Un signe classique de surdosage au benzodiazépine. Il parle de manière confuse et il peut pas marcher tout seul. Et il arrive à se remettre. Et fin janvier, il porte plainte contre Kim. Et c'est cette plainte, officielle du 9 janvier, qui fait entrer Kim dans le radar de la police. Ce que les experts en criminologie pensent, et là je vais citer le professeur Oh Yoon-sung de l'université de Soncheongyang, qui a analysé l'affaire sur CBS Radio, le petit ami, c'était le crash test. Voilà, Kim, elle a testé son produit d'abord, sur lui. Elle a vu en fait qu'une dose normale rendait un homme juste inconscient, et ça à peu près aux alentours de 4 heures, mais ça le tuait pas. Alors conclusion, il faut en mettre plus. Et ça, c'est exactement ce qu'elle a fait. Entre décembre et janvier, elle a doublé la dose. Et entre janvier et février, elle l'a encore augmenté, mais pas seulement, elle y a aussi ajouté d'autres substances. Alors voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas un accident, tu vois, de dérapage. Non, c'est un processus d'apprentissage, le truc. Et entre le crash test de décembre et le premier meurtre de janvier, Kim, elle a fait aussi autre chose. Elle a posé des questions. Et pas à n'importe qui. Elle a posé des questions à ChatGPT.
Mais avant qu'on arrive à cette partie-là de l'histoire, il y a un autre truc qu'il faut que je vous raconte rapidement. C'est un truc qu'on a découvert seulement fin février. Donc si vous avez déjà vu, à mon avis, des vidéos sur cette affaire, qui traitent de cette affaire-là, je pense pas que les gens ont parlé de cette information. En fait, il se pourrait que Kim, son histoire, elle démarre bien avant décembre, bien avant ce crash test devant un Paris-Baguette. Le 27 février 2026, un député du Parti démocrate, Yang Bunam, reçoit des documents officiels du Service national des pompiers, des rapports d'intervention, des enregistrements d'appels au 119. Et dans ces données, il y a un appel qui fait froid dans le dos. 25 octobre 2025, 2 mois avant le parking de Namyangju. Il est 5h de l'après-midi. Un appel au 119 arrive depuis un numéro de téléphone portable. Et ce numéro, c'est le même qui a servi à appeler les secours pour le copain de Kim en décembre. C'est le même qui est aussi lié à l'accident de janvier. C'est le même putain de numéro. Sur l'enregistrement, on entend une femme. Le pompier lui demande alors « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle répond « On est dans un restaurant. Mon copain buvait du vin blanc et il s'est effondré d'un coup. » Alors le pompier lui demande « C'est un homme ?» Elle dit « Oui. »« Il est blessé ?» ?»« Non, il n'est pas blessé. Il est juste tombé. » Ça se passe à Bangbedong, dans le quartier de Socho. C'est là où je vis d'ailleurs. C'est dans le sud de Séoul. Pour te dire, c'est un endroit complètement différent des motels de Suyu, quoi. Hein. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Hein. Quand vous voyez le nord de Séoul et le bas, voilà, ça n'a rien à voir en termes de quartier. Les secours, ils arrivent. L'homme est totalement inconscient. Il parle de manière confuse, avec des pupilles contractées. Il est transporté à l'hôpital. Même symptômes, même tableau clinique que tous les autres. Donc si c'est confirmé, et tout indique que oui, ça veut dire que Kim empoisonne des hommes depuis au moins octobre 2025, pas décembre. Octobre, le nombre de victimes connues passerait alors de 3 à 5. Et je dis connues parce qu'au final, on ne sait pas si c'est réellement fini, quoi. Un criminologue a d'ailleurs fait une remarque sur un truc. Quand ils ont fait la perquisition chez elle, eh bien, ils ont trouvé tout un stock de petites bouteilles, vous savez, mais pas 2 ou 3 bouteilles. Non, un vrai stock pour environ 35 000 won, quoi. Sachant que ces merdes, ça coûte rien, hein, à la base. Et ce criminologue a dit un truc qui m'a vraiment marqué. Il a dit que chacune de ces bouteilles, eh bien, c'était potentiellement une victime. Alors là, nous arrivons à la partie de l'affaire qui a fait le tour du monde. Quand la police a analysé le téléphone de Kim, elle a fait son forensique numérique, eh bien ils sont tombés sur un historique de conversation avec ChatGPT. Kim a demandé à ChatGPT « Que se passe-t-il si on prend des somnifères avec de l'alcool ? À partir de quelle quantité c'est dangereux ? Est-ce que ça peut tuer ?» Et ChatGPT a répondu. Il a dit oui, c'est dangereux, ça peut provoquer une dépression respiratoire, une perte de conscience, mais la mort même. Alors évidemment, l'IA a pas sorti alors voilà la recette, quoique, à mon avis, tu peux un peu le bidouiller pour qu'il te la sorte vraiment. Elle a répondu très certainement d'une façon factuelle, comme un médecin ou une encyclopédie l'aurait fait. Mais Kim, elle a pris ces réponses-là, et elle en a fait un tutoriel. Et le timing est très important dans cette histoire, parce que ces questions ont été posées après le premier meurtre. Après le test du petit ami en décembre, Kim, en fait, elle voit qu'elle n'a pas tué son mec en décembre devant le Paris-Baguette. Elle va vérifier auprès de ChatGPT si c'est théoriquement possible de tuer quelqu'un avec ce mélange. L'IA, elle confirme, alors elle passe au meurtre suivant, en doublant la dose. C'est la première fois, en Corée du Sud du moins, qu'un outil d'intelligence artificielle est directement lié à la préparation d'un homicide. L'IA n'est pas complice au sens juridique du terme, mais elle a été un maillon de la chaîne. Et ça a ouvert un débat national sur les limites de ces outils. En gros, où s'arrête l'information et où commence le mode d'emploi. Alors, c'est qui cette femme ? Kim, 22 ans, sans emploi. Elle vit à Myeongdong, dans le district de Gangbu, à quelques rues des motels où elle a tué. Et ce qu'on sait de son passé vient en grande partie de l'émission Gumguman Iyagiwai de SBS. C'est un peu, si tu veux, le fait entrer l'accusé version coréenne, quoi. Qui a diffusé un épisode sur l'affaire le 20 février. Mais également, on sait des informations sur elle racontées par ses anciens camarades en ligne. En gros, au lycée, elle s'est faite choper pour vol, de simples écouteurs sans fil, entre autres. Elle a fait ce qu'on appelle un chat-tae, un retrait volontaire.
voilà, de son école, c'est elle qui décide de partir. En réalité, souvent ça cache une exclusion déguisée, quoi. Elle n'a pas eu son diplôme et elle était même suivie en psychiatrie. Par exemple, les benzodiazépines qu'elle utilisait pour ses victimes, en réalité, c'était ses propres médicaments, prescrits légalement. Et quand la police l'a interrogée, voilà ce qu'elle a dit. À chaque fois qu'il y avait un conflit avec un de ses copains, qu'il y avait même un simple désaccord, eh bien, elle utilisait ses médicaments pour les calmer, pour se protéger en gros. Personne l'a cru, et voilà pourquoi. D'abord, elle préparait les boissons chez elle avant de rencontrer ces hommes-là. Bon, je veux bien qu'on prépare une petite arme à l'avance en termes de légitime défense s'il se passe quelque chose, mais là on parle quand même de produits chimiques, tu vois. C'est pas comme si tu ramenais un couteau, un taser ou je sais pas quoi. Voilà, c'est autre chose. Deuxièmement, elle a aussi parlé avec ChatGPT si le mélange pouvait être mortel, tu vois. On googleise pas est-ce que ça peut tuer si on veut juste calmer quelqu'un, quoi. Troisièmement, après que le petit ami en décembre ait survécu, eh bien elle a augmenté la dose. Ça c'est pas de la protection, c'est de l'optimisation le truc. Et enfin, et ça c'est un détail que pas beaucoup de médias ont souligné, c'est que avant chaque meurtre, eh bien elle faisait payer ses victimes. Le premier a commandé un plat de viande livré, le deuxième c'était du chicken free, et avant de mourir, elle mangeait sur leur budget. Et le truc c'est qu'on sait pas si elle mangeait avant qu'elle les tuait ou pendant, ou voilà. Donc c'est un peu glauque, quoi. Le professeur Oh Yoon-sung parle d'un trouble du contrôle des impulsions, peut-être couplé à une personnalité antisociale. Les vols au lycée allaient déjà dans ce sens. Elle continue à voler, même en sachant que ça détruisait ses relations. Et ça, c'est le même mécanisme avec les meurtres. La police la cherche. Elle a même un rendez-vous de convocation en cours. C'est pas grave. Elle continue de tuer quand même. La police a demandé un test PCLR pour déterminer l'échelle de psychopathie. Et les résultats sont en cours au moment où je filme cette vidéo. Mais à mon avis, c'est comme le cas de Hyunhee, de la dernière vidéo, elle doit avoir un très très haut taux de psychopathie. Ok, là on arrive maintenant à la partie de l'affaire qui m'a, je pense, le plus dérangé et qui, je pense, a rendu cette affaire encore plus célèbre dans le monde. Et si vous vivez en Corée du Sud, ou si vous connaissez un petit peu la société coréenne, notamment grâce à ma chaîne, vous allez comprendre tout de suite. Quelques jours après l'arrestation de Kim, son compte Instagram commence à tourner sur les forums. DC Inside, FM Korea, de coups. Le compte est identifié grâce au fameux hashtag, vous savez, follow pour follow, tout ça. Les photos, c'est généralement des selfies, et plein de selfies. Et que des selfies où il n'y a que elle dessus. Il n'y a pas de mec ou quoi, tu vois. Et ça, c'est très apprécié par la gente masculine coréenne. Un truc de dingue se passe. Elle passe de 200 abonnés à plus de 10 000 abonnés en l'espace de quelques heures. 50 fois plus. Et au milieu des commentaires d'insultes et de condamnations, eh bien... il y a maintenant des fans. Des gens qui écrivent « ça va, franchement, elle est jolie, quoi ». D'autres qui disent « super, moi je l'aurais bu, la boisson, il n'y a pas de problème ». Et d'autres encore, et là je vous jure que je traduis mot pour mot, « Le tribunal devrait prendre en compte son physique pour le verdict ». Oh, la Corée dans toute sa splendeur, putain. Des gens proposent même de créer une cagnotte pour la soutenir financièrement, juste parce qu'elle est jolie. Pour une femme accusée d'avoir empoisonné 2 hommes à mort. Et il y a un terme pour ça en psychologie. L'hybristophilie, l'attirance envers des personnes qui ont commis des crimes graves. Et ça, c'est documenté depuis longtemps. Les serial killers américains recevaient des lettres d'amour en prison. Ted Bundy, Ramirez, Dahmer. En 2014, le mugshot de Jemery Mix aux États-Unis est devenu viral parce que, il était jugé bien trop beau pour la prison. Le mec, il est sorti de tôle et il est devenu mannequin. Mais en Corée, il y a un truc en plus. Le Wemujisangjuwi. Le lookisme. En gros, si tu veux, c'est l'idée que la valeur d'une personne est directement liée à son apparence. Je vous rappelle que c'est un pays où les CV ont des photos, où on se fait opérer le visage pour trouver un taf, où la chirurgie esthétique est la plus pratiquée au monde par habitant, où dans les dramas, ce sont les beaux qui sont les gentils et les moches qui sont les méchants. Et ça, c'est ancré, voilà, c'est dans la culture, c'est comme ça, c'est la Corée. Du coup, quand une suspecte de double meurtre est jugée jolie, ça par une communauté d'hommes sur Internet, eh bien une partie des gens court-circuite. La beauté devient alors une forme d'innocence. Le physique efface le crime. Et ça, c'est pas la première fois. En 2003,
Une braqueuse recherchée à Pohang est devenue célèbre parce que sa photo d'avis de recherche était jugée trop belle. Un fan café a même été créé pour elle. En 2022, dans l'affaire du meurtre de la vallée, vous savez la fameuse affaire Ioune que j'ai faite il y a quelques jours, eh bien des gens ont même créé un fan club pour l'accuser parce qu'elle aussi, eh bien elle était trop belle. L'avocat des proches du deuxième mort, Maître Nam Ono, a réagi. Il a dit que les familles regardaient la mort de leur fils se transformer en blague sur Internet. Que c'était de la violence secondaire. Ce qu'on appelle en coréen ichakae. Il a annoncé des poursuites pour diffamation posthume. Dernier point, et c'est peut-être le plus amer, parce que Kim, c'est pas la seule à devoir rendre des comptes. La police aussi. Le 3 mars, l'avocat Nam Ono a publié un communiqué. Et il est sévère. Voilà les faits tels qu'il les pose. Le 9 janvier, la police reçoit la plainte du petit ami. C'est la première fois qu'ils entendent parler de Kim. Le 28 janvier, un homme meurt au motel de Suyodong. La police récupère les caméras. Ils voient la femme, ils font le rapprochement avec le dossier de la plainte. Début février, Kim est identifié. Ils ont un nom, un visage, un domicile. Et ils attendent. Ils attendent les résultats toxicologiques. Ces résultats arrivent le 9 février. Et le même jour, le deuxième homme meurt. En gros, il défend que pendant que la police attendait ces fameux résultats, eh bien Kim tuait un deuxième homme. Si elle avait été arrêtée ne serait-ce que quelques heures même auparavant, ce gars serait peut-être vivant aujourd'hui. La police dit qu'elle n'avait pas assez de preuves pour une arrestation d'urgence. Et ok, juridiquement, c'est peut-être vrai. Mais bon, il y a quand même un homme de 20 ans qui est mort, et ça, pendant cette attente. Et l'avocat a aussi révélé un autre truc. Le 10 février, la famille du deuxième mort s'est présentée au commissariat. Personne leur a dit que c'était un meurtre. Personne. Ils l'ont appris le lendemain, le 11 février, par les médias, à la télé, pas à la police. Alors, l'avocat demande des sanctions contre les enquêteurs, des excuses également officielles de la police et une réforme des protocoles, avec une obligation d'arrêter immédiatement les suspects principaux dans les affaires de mort violente, et aussi une obligation d'informer les familles en temps réel. Alors voilà où on en est maintenant. Le 19 février, Kim a été transféré au parquet. Les charges: meurtre, blessure par substance dangereuse, violation de la loi sur le contrôle des stupéfiants. Le 27 février, le parquet du nord de Séoul a lancé une procédure pour décider s'il rend publique son identité complète, à savoir son nom, son visage, son âge. Et ça dans le cadre de la loi de 2024 sur la divulgation d'identité des auteurs de crimes graves. L'enquête, elle continue. La police, elle passe au crible tous les contacts de Kim, parce que des victimes supplémentaires pourraient apparaître. Voilà, si cette histoire vous a marqué, vous devriez regarder maintenant l'affaire True Crime que j'ai traitée sur le cas de Ioune. C'est un peu la même histoire. C'est une femme qui a noyé son mari dans une rivière à Gapyeong pour toucher l'assurance vie. C'est même peut-être l'affaire la plus tordue que j'ai pu faire récemment. Elle est juste là, n'hésite surtout pas à la regarder. Et si vous voulez continuer à creuser ces affaires avec moi, que la série Red Rum existe sur le long terme, eh bien le meilleur truc que vous pouvez faire, c'est simplement de vous abonner. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à justifier tout le temps passé sur chaque dossier. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle affaire Red Rum.